Je vais vous demander donc de regagner vos places pour la deuxième après-midi de cette première journée donc, des 20e rencontres, enfin la première après l'inauguration festive d'hier à Espalion. La première intervenante est aussi celle qui va cornaquer les deux interventions suivantes. Alors moi, je suis très content qu'on accueille à nouveau Marie-Hélène Freisset parce qu'on l'a déjà accueillie plusieurs fois et qu'à chaque fois, ses communications étaient aussi fines que pertinentes. Donc, je m'apprête à me régaler avec vous d'ici quelques minutes seulement. Je voudrais signaler que si certains de ces ouvrages... Bon, un mot quand même, hein, on la connaît comme productrice à France Culture, d'émissions extrêmement sérieuses et enrichissantes, mais c'est aussi tout bêtement un écrivain, un auteur, dont certains des livres sont d'ailleurs disponibles à notre point de librairie, des livres extrêmement riches. Certains étaient naguère édités chez Actes Sud. Le dernier est paru chez Albin Michel. Je l'ai amené pour que vous le voyez, parce que parfois, quand on voit un livre, quand on le retrouve après, l'impulsion de curiosité est plus forte. Ça s'appelait « L'impensable rencontre, chronique des sauvages de l'Amérique du Nord ». Donc vous voyez qu'on ne va pas être très très loin de notre sujet, même si on va mettre le cap sur le Grand Sud avec La Terre de Feu. C'est un livre qui est paru juste après les rencontres de l'an dernier. Donc elle n'a pas pu bénéficier de l'effet d'aubaine d'avoir sa nouveauté sur les tables l'an dernier quand elle était avec nous. Donc on va l'entendre dans un moment. Mais je voudrais aussi vous attirer votre attention sur une revue qui est spécialement orientée vers l'analyse du conte et des imaginaires. C'est une revue que vous connaissez pour certains d'entre vous déjà, qui s'appelle La Grande Oreille, dont le sous-titre est La Revue des Arts de la Parole. Alors le nouveau volume, enfin c'est une revue qui paraît tous les trimestres, le nouveau volume, le numéro 62, va sortir. Vous l'avez en avant tout le monde. Sous les étoiles, compte dans la lune. Donc si vous étiez là l'an dernier, vous verrez qu'il y a de forts liens entre le sommaire de ce numéro et ce que vous avez déjà pu avoir comme curiosité lors de nos 19e rencontres. Et j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura sûrement pas de numéro sur le feu, car il existe déjà. C'était le numéro 33 qui datait de la fin 2007 et qui était consacré aux flammes et au feu, avec ce beau titre Flamenco, conte flamboyant. Donc si tout ce que nous disons autour du feu vous intéresse dans l'univers du conte, eh ben, n'hésitez pas à vous tourner vers ce numéro de La Grande Oreille, donc la revue des Arts de la Parole, qui est disponible, vous avez vu le stand du libraire, juste de l'autre côté de la porte, dans l'angle. Donc vous pouvez tout à fait vous procurer ces deux numéros-là, et les autres, bien sûr, car la plupart des numéros récents de La Grande Oreille sont à disposition. Bon, vous avez presque tous réussi à retrouver votre place, donc je ne vais pas être plus long pour vous livrer Marie-Hélène, qui va nous entraîner... Pardon ? En pâture. En pâture, bien sûr, il faut ça. Les Indiens anthropophages, justement. On va forcément se dévorer. Avec le problème du cru et du cuit, on va y revenir avec le feu. Donc, avec ces chroniques de la Terre de Feu, images et enregistrements de récits avec des Indiens réalisés sur le vif. Vif, ça veut dire qu'ils sont encore vivants, alors. On t'écoute. Merci Philippe Jean. On va peut-être envoyer la première image que je fais sur... Voilà, c'est calé. Donc, évidemment, c'est un petit jeu de mots. Feu, les Indiens de Terre de Feu, puisqu'il n'en reste plus un seul. Ils étaient quelques 20 000 personnes, on a évalué ça. Et c'est une histoire terrible, une histoire exemplaire qui montre les drames qui ont accompagné le temps des découvertes et de l'expansion du monde. C'est aussi une histoire d'incompréhension. C'est une histoire tragique. C'est une histoire de lutte aussi, pas pour ces Indiens-là, puisqu'ils ont disparu, mais pour ceux qui vivent un tout petit peu plus au nord, les Mapuches, qui, eux, sont extrêmement combatifs et qui ont raison de l'être, puisque rien qu'au Chili, ils représentent 10% de la population, ce qui n'est vraiment pas rien. Alors tout de suite, l'endroit où se passent ces rencontres, c'est la Terre de Feu au sud du détroit de Magellan. Regardez la carte, une carte ancienne, et voyez que la Terre de Feu s'appelle Magellanica, encore à cette époque. Pourquoi s'appelle-t-elle la Terre de Feu ? En fait, elle s'appelle la Terre du Feu, Tierra del Fuego. Le 21 octobre 1520, Magellan embouque le détroit qui va s'appeler le détroit de Magellan. Il est un peu à bout de course, Magellan. Il a perdu déjà pas mal de navires. Il a essuyé une révolte à San Julián et il commence à douter de son projet qui est de rallier les Indes, les vrais, en contournant le continent sud-américain,
si c'est possible, mais il espère bien que c'est possible. D'ailleurs, il espérait le contourner beaucoup plus haut, beaucoup plus facilement, puisque pendant très longtemps, on va croire que c'est le Rio de la Plata qui permet d'accéder à un chenal qui serait entre l'Atlantique et le Pacifique. Et ce qui est troublant dans toutes ces histoires, et j'en parle souvent dans mes bouquins, c'est qu'on cherche, et j'en avais un petit peu parlé l'année dernière à propos de la sérendipité, on cherche quelque chose, on ne le trouve pas, mais on trouve beaucoup plus intéressant. Alors Magellan, semblable donc aux autres explorateurs de l'époque, cherche le passage donc pour aller vers la Chine. Et il doit descendre beaucoup plus loin qu'il n'espérait. Il se retrouve dans les 50e hurlants et les 50e, oui c'est ça, 50e rugissants dit, et les 60e hurlants. Et pour y être allé il y a quelques années, je peux vous dire que ce ne sont pas des appellations usurpées. Ce sont des terres très dures, battues par les vents, avec beaucoup de froid. Et pourtant, des êtres humains ont vécu de très longs siècles, des millénaires même, dans ces régions. Alors Magellan va trouver son détroit, il va l'embouquer et c'est un labyrinthe, le détroit de Magellan, même encore aujourd'hui. Et il va se tromper, il va entrer dans des cul-de-sac. Et puis, finalement, il va trouver la rivière des sardines, comme il l'appelle, et il va trouver la sortie. Mais entre-temps, ils ont aperçu, c'est ce que raconte Pigafetta, puisque c'est Pigafetta qui raconte le voyage de Magellan. Magellan ne finira pas le voyage, il meurt en route. Et Pigafetta raconte qu'il voyait de loin beaucoup de feux allumés. Ils ont donc baptisé cette terre qu'ils avaient donc à bâbord, à main gauche, en embouquant le détroit. Ils l'ont appelée la terre de feu, la terre des feux, Tierra del Fuego, des feux partout. Le nom est resté, le détroit va s'appeler le détroit de Magellan, et une fois de plus, on voit cette outrecuidance des Européens qui arrivent dans un endroit où il y a visiblement d'autres êtres humains, mais non, ça s'appelle le détroit de Magellan à partir de maintenant. Voilà, ça s'appelait dans les langues des Indiens locaux, évidemment, tout autrement. Alors, ils ne vont pas rencontrer qui que ce soit. Ils vont voir de loin des lumières. Car pour ces explorateurs, il n'est pas... Ceux qu'ils rencontrent, les indigènes, les autochtones, les sauvages, comme ils les appellent, sont plutôt une gêne qu'autre chose, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est toujours cette Chine qui les obnubile, et on est encore au XVIe siècle. Donc l'Amérique en tant que telle, les Amériques, et on est en 1520, donc on n'a même pas encore fait les extraordinaires découvertes au Pérou qui vont faire qu'on va quand même commencer à s'intéresser à des continents qui sont aussi mirifiques. Donc il faut aller très vite. Donc on ne s'arrête pas pour rencontrer les indigènes. On va beaucoup plus loin et on découvre ce que Magellan va appeler, en se trompant complètement, le Pacifique, car le Pacifique est un océan absolument pas pacifique, mais il a eu de la chance au départ, la mer était belle, et il l'a appelé océan Pacifique. On laisse ici Magellan, puisqu'on reste en terre de feu, et il va y avoir par la suite beaucoup de navigateurs qui vont commencer à suivre Magellan, qui vont passer par le détroit, alors je ne sais pas quand je monte si vous le voyez, ou qui vont assez rapidement après, comme le détroit est un labyrinthe, passer par le Cap Horn. Le Cap Horn qui d'ailleurs, moi jusqu'à y être allé il y a 2 ans, j'ignorais que le Cap Horn, en fait, c'est une île. C'est une petite île battue par les vents et que ce n'est même pas l'extrême pointe sud de l'Amérique, puisqu'il y a encore 2 ou 3 autres petites îles en direction du continent antarctique. Un endroit aujourd'hui étonnamment touristique. On arrive au Cap Horn et ça sont les grandes déceptions des voyages aujourd'hui. Et on trouve un gars avec un maillot de marin, une casquette de marin quasiment en plastique, qui vous vend des t-shirts et des mugs. Vous êtes au Cap Horn, vous vous pincez, vous dites « je suis au Cap Horn ». Voilà, il faut vraiment vouloir y croire qu'on est au Cap Horn. Alors, en ce temps-là, évidemment, pour les marins, c'est une aventure terrible, le Cap Horn, qui va se révéler tout de même la voie de navigation préférable au détroit de Magellan, qui donc est compliqué. Mais le Cap Horn, ce n'est pas une partie de plaisir. Et d'ailleurs, chez les marins, quand on avait passé le Horn, on était très apprécié, très admiré donc, des autres marins.
Alors ils vont, je ne vais pas vous nommer tous les marins qui passent, mais il y en a un que nous connaissons bien, puisque c'est Bougainville. Et Bougainville, lui, va rencontrer les, entre guillemets, sauvages. Alors, cette appellation sauvage, j'y reviens, c'est une appellation qui n'était pas forcément négative à l'époque, puisque sauvage, étymologiquement, veut dire habitant des forêts de la sylve. Donc, c'est par la suite que ça a pris des connotations négatives. Et je me souviens d'avoir entendu au Québec, il y a encore quelques décennies, les gens parler des maudits sauvages, et qui parlaient d'une femme en disant la sauvagesse qui vend des mocassins. Bon. Voilà Bougainville en 1768, notre Bougainville, qui rencontre les gens du Cap-Horn et de la Terre de Feu, et qui dit « Leurs pirogues sont des Corses, mal liés avec des joncs et de la mousse dans les coutures. Il y a au milieu, et voici la raison, l'une des raisons du terme terre de feu, il y a au milieu un petit foyer de sable où ils entretiennent toujours un peu de feu. » C'est-à-dire que les Fuégiens, comme on les appelle, se couvrent très peu. Ils se couvrent de peau de guanaco, notamment, ou de peau de mammifères marins, et leur manière à eux de se réchauffer, c'est d'être près du feu, c'est-à-dire on ne se couvre pas, ce qui d'ailleurs pour ces chasseurs est peut-être une meilleure solution, puisque quand on est à moitié à poil, on est beaucoup plus mobile, mais par contre, on allume constamment des feux, donc on comprend mieux pourquoi il y avait des feux partout quand Magellan y est passé. On allume constamment des feux pour se réchauffer et on se regroupe autour des feux. Dès qu'on est quelque part, on allume un feu. Et ils allument même des feux au milieu de leur pirogue, de leur barque, ce qui évidemment étonne beaucoup. Donc il y a un petit foyer. Alors, je me suis demandé comment ça fonctionnait et sur place on m'a montré. Donc en fait il y a un petit foyer avec des pierres qu'on met soigneusement au milieu de la barque, qu'on isole, et donc les gens sont situés de part et d'autre de ce feu qui est transporté donc sur la mer par les barques. D'autres navigateurs passent. James Cook arrive. Alors James Cook va dans ces régions-là aussi parce qu'il cherche lui aussi autre chose. Il cherche, et nous sommes entre 1768 et 75, puisqu'il va faire 3 voyages, et au terme du 3e, il va lui aussi mourir, comme Magellan, lui aussi aux mains des, entre guillemets, indigènes. Et il cherche la Terra Australis. La Terra Australis, si vous trouvez des cartes du XVIe et même XVIIe siècle, vous serez étonnés, vous verrez au sud, dans l'hémisphère austral, une espèce de gigantesque terre qui occupe non seulement la place actuelle du continent antarctique, mais qui monte, qui est incroyable, on a l'impression qu'il y a un énorme continent au sud, parce qu'on pensait que pour l'équilibre de la planète, il fallait qu'il y ait autant de terre au sud qu'au nord. Donc logiquement, il y avait un énorme continent qui s'appelait la Terra Australis Incognita. Donc c'est pour en avoir le cœur net que Cook, c'est le temps des Lumières, l'esprit scientifique, il veut donc définir ces terres-là. On a repéré quelques îlots, etc. Et il arrive. Il va faire d'ailleurs très bien son travail parce qu'il va dire la Terra Australis, ça n'existe pas. Il aura le temps de faire ça avant de mourir. Et il dira, en passant par le Cap Horn, je le cite, « Il n'existe pas dans la nature d'endroits qui présentent des visions si sauvages et si terribles. » Et voici 2 images donc, qui sont issues du voyage de James Cook. Celle-ci, parce que James Cook partait toujours, ça ce sont les grands voyages scientifiques des Lumières, c'est magnifique parce que ça nous a légué un patrimoine extraordinaire d'herbiers, et il partait toujours, James Cook, accompagné d'excellents dessinateurs. Si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter la British Library à Londres, je vous conseille d'aller regarder ces dessins d'explorateurs, c'est absolument magnifique. Voilà, la Pérouse faisait pareil. Et voici un autre dessin, donc homme de la Terre de Feu. Alors, ça continue, on parle de ces hommes sauvages, ces hommes dont finalement on se demande s'ils sont véritablement humains. Ça va être l'énorme questionnement, bien que le pape ait décrété que les Amérindiens, les habitants de l'Amérique étaient des humains à 100%, on voit bien que pour beaucoup de voyageurs, ça n'est pas forcément acquis. Et on va voir dans quels termes celui que
sur les traces duquel nous partons maintenant, parle des Amérindiens. On va voir comment on parle Darwin. Mais entre-temps, je vous montre quand même quelques images. Voilà des photos. Voilà, photos. Alors, plus tard, on parlera de cette hutte. Ceux-ci sont les Yaghan ou Yamana, ceux qui vivent à l'extrême sud. C'est-à-dire que c'est la population au monde qui vit le plus au sud. Yaghan, Yamana, qui font donc des huttes de fortune, rapidement bâties, rapidement abandonnées, car ils sont nomades, pêcheurs, cueilleurs de baies et éventuellement chasseurs. Et dans l'esprit d'un occidental, un nomade n'est pas tout à fait humain. Il ne cultive pas la terre, il n'a pas de propriété, donc il est à un niveau relativement inférieur d'humanité. Et c'est constamment le regard qui va être posé sur les Fuégiens. Ce sont, on peut dire, dans le regard des voyageurs, des sous-hommes. Et ils ne seront pas les seuls, mais c'est la population au monde qui a été le plus discréditée de ce point de vue-là. Alors, je vous montre encore quelques images. Voilà, là, il s'agit d'une autre population de la Terre de Feu. Ce sont les Ona, on va en reparler tout à l'heure. Population d'une extrême complexité, d'une intelligence et qui avait en particulier des rituels dont je vous parlerai un peu tout à l'heure, qui étaient extraordinaires. Donc on n'est pas du tout dans la grossièreté brutale et sauvage, c'est juste que les Occidentaux ne savent pas voir. Là, ils tiraient à l'arc et ils vivaient donc très souvent, la base de leur subsistance, c'était le guanaco, donc ce lama qu'on trouve très au sud en Patagonie. Alors, voilà quelques autres. Voici les Yaghan, Yamana. Moi, j'aime beaucoup cette photo, je la trouve absolument magnifique et bouleversante. Elle a été prise lors d'une expédition scientifique française dont je vais vous reparler tout à l'heure. Alors, pour que vous ayez une image d'ensemble du lieu, voilà. Terre de Feu, le détroit de Magellan est là, et voilà donc le passage classique, avant que le canal de Panama n'ait été creusé. On passe par là, on essaye plutôt de passer là parce que c'est moins... je ne sais pas si ma flèche ne se voit pas, mais voilà. On passe vous voyez à votre droite les îles des États, je ne sais pas si vous arrivez à lire, et on a tendance à passer par le petit canal là plutôt que par le passage de Drake, qui n'est pas évident. Alors la suite, voilà, toujours des représentations de ces Indiens. Alors ça, c'est une carte postale que j'ai achetée dans un vide-grenier en Bourgogne, et c'est une carte postale assez répandue. Donc, et ça va aller de pair avec quelque chose dont on va parler très vite là maintenant, c'est l'intérêt pour l'homme exotique. Alors les Fuégiens qui sont dans un mode de vie qui fait dire aux Occidentaux que ce sont des gens extrêmement retardés, vont particulièrement intéresser. Et ils vont intéresser donc notre ami Darwin, qui va arriver donc en 1833 à bord du fameux Beagle, commandé par le capitaine Fitzroy. Et là, il va faire une rencontre extraordinaire, puisque à bord du Beagle se trouvent 3 Indiens que le capitaine Fitzroy, 3 Fuégiens que le capitaine Fitzroy a ramassés, je dirais ramassés intentionnellement, capturés en tout cas, lors d'un voyage précédent pour voir ce que ces hommes sauvages, entre guillemets, pouvaient devenir dans un contexte civilisé. Et en particulier, il y a un personnage dont je voudrais vous parler rapidement, je ne veux pas aller trop m'étendre, qui s'appelle Jemmy Button. Jemmy Button est donc un Indien, Yamana, qui a été capturé, qui a été emmené à Londres, et il s'appelle Jemmy Button parce qu'on l'a obtenu en l'échange de quelques boutons. Et il a appris l'anglais et il a été donc éduqué, informé des bonnes manières anglaises. Donc il a appris à se tenir à table, à être assez raffiné, et il s'est fait beaucoup d'amis à Londres par sa bonne humeur, bien souvent, par son comportement empathique avec les autres. Et Darwin
qui le découvre à bord du Beagle, le trouve extrêmement sympathique. Il parle donc du charme qui se dégage de ce Jamie Button. On ramène Jamie Button chez lui pour voir ce qui va se passer. Il va rentrer chez les siens après plusieurs années donc d'acculturation en Angleterre. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire quelques extraits. La rencontre, évidemment, très émouvante, parce que Jamie Button retrouve les siens et il est en compagnie de 2 autres captifs. Et évidemment, il y a une très forte émotion parce qu'il n'imaginait pas le revoir. Et Jamie Button est... Et ça, c'est tout le problème de ces captifs. D'ailleurs, par la suite, moi, j'ai l'intention d'écrire sur la question de ces captifs parce que c'est absolument passionnant. D'une part, cette désinvolture avec laquelle on prenait des gens, et ça se passe à travers toute l'histoire des découvertes, c'est-à-dire on voit des gens sur le rivage, américains ou autres, une femme, des enfants, on les capture parce que ça va servir de spécimen, quoi, en quelque sorte. Oui, d'objets d'étude, mais aussi de preuves qu'on y est allé. Donc ce sont des pièces à conviction pour les explorateurs, pour les présenter aux bailleurs de fonds en Europe ou au roi. J'y suis allé, la preuve, je vous ramène, ou je vous rapporte, on aurait envie de dire, une famille entière avec ses vêtements, ses objets usuels, etc. etc. On n'est pas encore dans l'anthropologie scientifique ou l'anthropométrie, mais on va voir que ça s'applique aux Indiens de Terre de Feu. Mais on est plutôt dans l'esprit du cabinet de curiosité. On rapporte des mirabilia. Je m'adresse à mon ami Salvador, mirabilia. Voilà, on est dans les mirabilia. C'est encore presque l'esprit du Moyen-Âge. On vous rapporte des humains qui sont à la limite du monstrueux, quoi. Alors, le contact, évidemment, intéresse beaucoup Darwin, mais on voit très bien, alors je vous donne rapidement quelques citations, parce que je vous conseille vraiment de lire Le Voyage du Beagle et d'aller à cette période donc, de janvier 1833, où il débarque en Terre de Feu. C'est absolument fascinant. Là, j'ai là 25 pages. On pourrait les photocopier si ça vous intéresse. Alors, il dit, par exemple... Je ne me figurais pas combien est énorme la différence qui sépare l'homme sauvage de l'homme civilisé, différence certainement plus grande que celle qui existe entre l'animal sauvage et l'animal domestique, ce qui s'explique d'ailleurs par ce fait que l'homme est susceptible de faire de plus grands progrès. Voilà, Darwin. Alors là, maintenant, un passage... encore plus dur, leur abjection se peignait jusque dans leur attitude et on pouvait facilement lire sur leurs traits la surprise, l'étonnement et l'inquiétude qu'ils ressentaient. Toutefois, dès que nous leur eûmes donné des morceaux d'étoffe écarlate qu'ils attachèrent immédiatement autour de leur cou, ils nous firent 1000 démonstrations d'amitié. Le vieillard, parce qu'il y a un vieillard dans le groupe, pour nous prouver cette amitié, nous caressait la poitrine tout en faisant entendre une espèce de gloussement semblable à celui que poussent certaines personnes pour appeler les poulets. Donc vous voyez l'humour d'une grande délicatesse. Je fis quelques pas avec le vieillard et il répéta plusieurs fois sur ma personne ces démonstrations amicales qu'il acheva en me donnant en même temps sur la poitrine et sur le dos 3 tapes assez fortes. Puis il se découvrit la poitrine pour que je lui rende le compliment, ce que je fis et ce qui parut le rendre fort heureux. Voilà. Alors après, il fait des digressions sur le langage. Un de nos hommes se mit à chanter. Je crus alors que les Fuégiens allaient tomber à terre tant ils étaient étonnés. Ils éprouvèrent le même étonnement en nous voyant danser. Alors les Fuégiens, d'ailleurs, vont croire que les marins transportent leurs femmes avec eux, puisque à chaque fois qu'ils voient un marin blond, même barbu, ils imaginent que ce sont les femmes des officiers. Alors, bon, en revanche, Darwin repère tout de même, repère des qualités qu'ont ces sauvages et qui sont des qualités supérieures. Écoutez bien. Ils avaient la vue très perçante. On sait que les marins, grâce à leur longue habitude, distinguent un objet bien avant un homme habitué à vivre sur Terre.
Mais York, c'est le compagnon de Jamie Button, donc un autre Fuégien. Mais York et Jamie étaient sous ce rapport supérieurs de beaucoup à tous les marins à bord. Plusieurs fois, ils ont annoncé qu'ils voyaient quelque chose et en nommant l'objet qu'ils apercevaient. Tout le monde doutait et cependant, le télescope prouvait qu'ils avaient raison. Donc quand même, petit coup de chapeau. Hein. Voilà, alors les contacts vont se passer moyennement, il y a des tas de péripéties que je n'ai pas le temps de vous raconter. Jamie Button lui-même est assez réticent à retourner parmi les siens, il est très partagé, il est très divisé, mais finalement, il va rester sur place, parce que l'idée, en fait, de Fitzroy, c'est de laisser, en compagnie de Jamie Button, un missionnaire. Car à l'époque, la région est sous influence anglaise. Donc l'idée, on met un missionnaire, on crée des sortes vous savez, les missions des jésuites. Donc on crée des lieux comme ça où on soigne les indigènes et on leur donne l'éducation. Et bien entendu, on les christianise, on les sort de la barbarie. Alors Jamie Button va rester. Le missionnaire va refuser dur comme fer de rester sur place parce qu'il va s'apercevoir que c'est extrêmement dur. Et le voyage du Beagle va continuer. On va laisser Jamie Button sur place. Et quand ils vont repasser, ils vont retrouver Jamie Button totalement réensauvagé, à poil, perdu, agressif, et il va rester sur place. Et la suite de l'histoire, c'est que Jamie Button, qui va voir arriver ensuite un missionnaire, va être accusé d'avoir tué le missionnaire. Donc c'est une histoire extrêmement troublante et qui est très symptomatique, je trouve, de tous les malentendus, de l'incapacité à voir l'autre comme il est. Et puis c'est symbole de l'extrême autoritarisme aussi de l'Occident vis-à-vis donc de ces populations qui vont continuer, même après Darwin, à être considérées vraiment comme les plus défavorisées de toute la planète. Alors arrive un certain nombre de missionnaires qui tout de même vont être un tout petit peu plus éclairés. Et ce qui est assez troublant, donc qui vont créer des lieux d'accueil, parce que il n'y a pas que les missionnaires, il n'y a pas que Darwin, il y a beaucoup de pêcheurs, il y a beaucoup de baleiniers, il y a beaucoup de viols des femmes fuégiennes. Et je ne sais pas si vous avez lu les livres de Francisco Coloane qui racontent tout ça, qui sont des livres absolument magnifiques. Là, je vous conseille de lire un livre qui s'appelle Tierra del Fuego, justement. Et puis tous les livres de Coloane sont absolument magnifiques. Et bien entendu, cette terre de feu autour de laquelle tournent de plus en plus de navires, elle est ravagée par les épidémies aussi, puisque n'oublions pas que le grand facteur délétère pour les populations de toutes les Amériques, il y aura, et on va en parler dans un instant, des massacres, mais ce sont les maladies qui ont détruit les peuples amérindiens, puisqu'on peut compter aujourd'hui qu'à là où se trouvaient 10 personnes, en général, n'en restait au bout d'un certain nombre de décennies qu'une. C'est-à-dire qu'il restait une personne sur 10. Il y a eu un dépeuplement terrible à cause des maladies. Et d'ailleurs, Jamie Button va finir par mourir de la rougeole. Et de la sa communauté va être frappée par la rougeole et la variole. Donc voilà. Alors on va aller donc un petit peu plus loin dans le temps. Et là, on arrive à une autre forme d'abus. Et heureusement, il y aura un épisode un peu plus optimiste après. Mais on commence à se dire, en même temps qu'on envoie des missionnaires d'un côté, on commence à se dire que ces sauvages qui passionnent les foules, et on est à la fin maintenant du 19e siècle, on sait bien que c'est l'époque des zoos humains. Alors voici les Fuégiens qui sont amenés au jardin d'acclimatation en 1881. Et donc on les embarque et on les
de force, bien entendu, on ne leur demande pas leur opinion, et on les montre comme des animaux, et en général, aucun d'entre eux ne rentre dans son pays. Cette entreprise donc, de captation d'êtres humains, puis ça se passe là-bas d'autant plus facilement qu'il n'y a personne en dehors des autochtones, donc il n'y a pas de témoins, hein. C'est facile. C'est simultané, c'est concomitant avec des entreprises scientifiques beaucoup plus dignes qui sont, par exemple, alors là, j'ai pas mes notes, donc je ne sais pas pourquoi. Donc c'est le 3 mâts barque La Romanche qui participe à l'année polaire internationale 1882-1883. Là, on est dans un projet scientifique. Un projet qui d'ailleurs n'inclut absolument pas au départ d'enquête sur les Fuégiens. Il s'agit d'aller en terre de feu, de faire des analyses des marées, des analyses astronomiques, etc. Et c'est donc ce navire La Romanche que vous voyez au fond, avec au premier plan une barque Yamana. Mais très très vite, il y a un médecin qui fait partie de cette entreprise, qui s'appelle le docteur Iades, qui se passionne pour les gens qu'il rencontre. Et on invite les Fuégiens à bord de La Romanche. J'espère que vous voyez un peu l'image, elle est malheureusement un peu petite, mais ils sont là, serrés, inquiets, sur le navire, là on les voit mieux. Et moi je trouve ces images absolument bouleversantes. Ce sont des images qui font partie du fond, autrefois du musée de l'Homme et maintenant du musée du Quai Branly. Voilà, des êtres traqués, enfin je ne sais pas comment vous le ressentez. Au fil des jours, les relations vont se détendre. Là, on est quand même avec des scientifiques, on est quand même avec des gens qui les soignent, qui leur donnent un certain nombre de choses. Ces indigènes sont déjà au contact des marins, des pêcheurs. Ils font déjà quelques échanges. Ils sont extrêmement prudents parce qu'il y a des exactions continuelles. Et on a là quelques photos assez extraordinaires donc, qui procèdent de cette entreprise de La Romanche. Il y a eu une exposition au musée du Quai Branly, toute petite expo malheureusement, de ces photos de la mission scientifique. Ce sont des photos sur plaque de verre. Voilà, ça c'est une autre... Voilà, ce sont toujours ces... Je trouve celle-là absolument formidable. Et ces femmes, d'ailleurs, sont tatouées, décorées avec de l'argile en vue d'une cérémonie dont j'espère avoir le temps de vous parler tout à l'heure. Simultanément... Ça va être juste. Hein. D'accord. Alors, simultanément, que se passe-t-il ? Il se passe ça. Vous voyez, on était sur une mission scientifique 82-83, respectueuse, on donne des médicaments, etc. Et puis en 89, voilà ce que c'est. Qui c'est ? C'est monsieur Maurice Maître, et je ne sais pas si l'image est assez grande pour que vous voyez, mais monsieur Maurice Maître, avec ses Fuégiens à l'Expo universelle de 1889, qui célèbre les 100 ans de la Déclaration des droits de l'homme et de la République, monsieur Maître a une baguette. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, ce qui est très troublant, c'est la simultanéité de ces démarches. Vous voyez, et voici une photo donc de Fuégiens en partance pour une exposition, parce que Maître n'a pas eu le monopole, hein, il y en a eu d'autres, donc on venait, on prenait des gens, et on ne les rapatriait pas toujours chez, je reviens en arrière, en 1889, il y a justement un missionnaire, et je ne veux pas faire l'apologie des missionnaires, mais qui s'est ému de la condition de ces gens, qui s'est démené et qui a réussi à en faire rentrer quelques-uns en terre de feu. Donc ça commençait quand même à susciter du trouble, hein, ces pratiques de captation. Voilà. Et alors, je voudrais qu'on arrive maintenant à un personnage extraordinaire qui a fait toujours un missionnaire, allemand cette fois, car il y avait que des missionnaires qui allaient là-bas, ou alors c'était des prédateurs, c'est-à-dire c'était des éleveurs de moutons, on va en parler très très vite. Et ce Martin Goussinde, dont vous voyez une photo, est un missionnaire allemand qui va faire un travail absolument magnifique
de photos, qui est d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'y aller, moi j'ai pas encore eu le temps, mais j'ai vu les images, c'est une des expos des rencontres d'Arles en ce moment. Et Goussinde, qui va lui aussi offrir un abri à ces pauvres Fégiens, va nous laisser un patrimoine extraordinaire de photos. Et on voit que ce ne sont pas des êtres qui vivent dans le désespoir, ce sont des êtres qui ont su trouver une harmonie avec un territoire particulièrement difficile. Ils ont inventé des manières de vivre sur le territoire, des manières d'être ensemble. Photo de cette femme que je trouve très belle. Photo, voilà, le don Juan du coin. Magnifique homme. Et d'ailleurs, les marins et les voyageurs ont souvent insisté sur la grandeur et la haute stature. Donc, ce n'étaient pas des populations dont le physique laissait entendre qu'ils étaient anémiés, en manque de nourriture. Voilà. Alors, le chaman des Ona, donc, là je passe assez vite. Alors ça, ce sont toujours des photos de Martin Goussinde. Martin Goussinde qui va être l'un des derniers à voir la grande cérémonie du Haïn, qui est la cérémonie d'initiation des hommes, des jeunes hommes et des jeunes femmes. Car il y a de très gros enjeux. Le Haïn raconte la création du monde, re-raconte, donc réveille cette histoire, et raconte comment, au départ, les femmes dominaient les hommes. Et comment, un jour, les hommes ont compris que les femmes avaient trouvé un subterfuge pour les dominer, parce qu'elles, lors des cérémonies du Haïn, elles leur faisaient croire qu'elles étaient les esprits qui venaient les harceler, donc ils se soumettaient. Et un jour, raconte l'histoire, un des hommes s'est rendu compte du stratagème et il a dit « c'est fini, maintenant les femmes ne nous illusionneront plus, nous allons devenir les maîtres ». Alors le Haïn répète cette histoire et réinvente à chaque fois donc la domination des femmes. J'ai ma... Bon, elle ne marche plus, ma... Ah voilà, ça y est, voilà, le Haïn. Toujours les photos de Martin Goussinde. Et heureusement qu'on a ces photos, car il a été l'un des derniers, donc dans les années 20, à voir l'intégralité de cette cérémonie. Dont, voilà. Alors ça, ce sont des plumes qui sont collées donc, sur le corps par de la terre. Et on retrouve notre chaman, donc, qui était le maître de cérémonie du Haïn. Et voici celle par qui, la couverture du livre de Anne Chapman, celle par qui je me suis intéressée donc, à cette question, et je vous conseille fortement de lire ce livre, Quand le soleil voulait tuer la lune. Anne Chapman est morte aujourd'hui. Elle vivait à Paris, très isolée, personne ne venait la voir, et on a passé un moment extraordinaire ensemble. Elle m'a raconté sa vie. Elle est restée des années en terre de feu, et elle a réussi, et on va l'écouter maintenant. Elle a réussi à enregistrer la dernière personne, Angela Loigi. La dernière personne, elle est morte en 1974, qui parlait la langue des Indiens Ona de Terre de Feu. C'est elle à gauche, encore jeune fille, jeune femme. Moi, je l'ai rencontrée, c'était une très très vieille femme, très maquillée. C'était une... Lévi-Strauss avait beaucoup d'admiration pour le travail d'Anne Chapman. Et Angela Loigi était la nièce de celle avec laquelle Anne Chapman a surtout travaillé. Je vais vous faire entendre sa voix. Lola Kiebja, si vous voulez bien envoyer le document sonore. Lola Kiebja avait dans sa tête, dans sa mémoire, tous les chants de la cérémonie du Haïn, et Anne Chapman les a enregistrés. Vous allez voir, c'est une drôle de voix, masculine, féminine. Bon. Bah, je vais l'envoyer moi. C'est pas grave, je l'ai. Hein. La voix vient de loin. Voilà, je vous l'envoie. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya ya hey ya ya hey honey ya hey ya 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 lay ya ya ya
On va peut-être arrêter. Si vous pouvez le couper, parce que je ne pense pas qu'on va écouter ça toute la soirée. On va peut-être éviter, oui. Hein, voilà. Voilà. Donc, ce qui est émouvant dans ces chants, c'est très bizarre, hein, comme voix, un peu dérangeant même, mais il y en a des heures et des heures, et parce que cette cérémonie du Haïn, qui est cérémonie donc de puberté, durait des semaines et des semaines. Et elle avait tout dans la tête. Et ça, c'est la magie aussi de la transmission orale. Hein. Dans chaque groupe humain, il y avait ces anciens qui étaient chargés. Et il y a la même chose dans la tradition indienne, hein, finalement. Il faut savoir par cœur à un mot près. Et si on se trompe d'un mot, on recommence tout. Alors, pour terminer, donc, une autre femme dont je vais vous montrer le portrait, qui, elle, est encore vivante et qui est d'une autre tribu, mais j'ai une souris capricieuse. Oui, j'ai une souris qui ne veut plus avancer. Donc, alors, je sais pas comment. Bon. Ah, ça y est. C'est l'heure de la sieste. Ah, voilà. Hop. Voilà, le regard de Lola Kiebja, donc, qui est morte, je crois, dans les années 60. Je trouve ce regard absolument incroyable. La dernière des indiennes Ona, donc détentrice de toute la culture. Voilà. Alors, je vous montrerai la carte après. Voilà. Elle, c'est Christina, et elle est encore vivante. Elle ne connaît pas les rituels, mais elle a encore la langue. Et elle est la toute dernière. Elle a 90 ans et elle a été déclarée trésor national vivant, évidemment. Et elle vit à Port Navarino, donc dans une des îles de Terre de Feu. Donc elle est sur place. Elle est sur place. Alors, pour que ça soit un petit peu clair, voici la carte donc, des Indiens. Donc, ceux dont on a parlé, qui sont tout à fait au sud en noir, hein, ce sont les Yagans, et ce sont également les Selknam, qui sont légèrement au-dessus en vert. Hein. Et puis, bien entendu, au nord, alors vous avez d'autres Indiens. Et vous avez en vert vif ces fameux Mapuche. Il y a tout de même aussi une fin terrible à cette histoire, pour revenir un moment au XIXe siècle, c'est que c'est le lieu du monde peut-être où il y a eu les plus évidents massacres organisés. C'est-à-dire que là, il y a eu véritablement des expéditions de massacres. Il y a eu en particulier pour les Ona un banquet qui est resté célèbre, c'est-à-dire que l'un des éleveurs de moutons a invité une cinquantaine de Ona à un banquet, soi-disant, et ils ont tous été tués lors de ce banquet, dont ils ont continué à parler dans les générations ultérieures, quand la communauté Ona existait encore. Il y a eu un certain nombre de personnages épouvantables, dont un certain chercheur d'or qui a lui aussi tué beaucoup d'Amérindiens. Ce qui se passait, en fait, c'est que ce sont des populations pour lesquelles la propriété privée n'existe pas. Les éleveurs sont arrivés avec les moutons. Donc, il y avait des éleveurs anglais, argentins, chiliens. Les moutons donc, se répandaient partout. Et les Ona ou les Yagans ou les Tewelch ou les Alakalouf, enfin les différentes tribus, étant habitués à utiliser librement le gibier, en l'occurrence surtout le guanaco, voyant les moutons, se servaient de moutons, ce qui est assez logique, ils étaient chez eux. Donc bien évidemment, les éleveurs ont très mal perçu cela. Là encore, c'est cette incapacité à faire cohabiter deux modes de vie. Et là, il y a eu véritablement des massacres, et il y a eu quelqu'un qui a joué un rôle très important, qui a créé une sorte de havre de sécurité, ce qu'est le pasteur Bridges,
sur les traces duquel est parti Bruce Chatwin en Patagonie. Ça, je suis sûre que c'est un livre que beaucoup d'entre vous ont lu. En Patagonie, c'est un grand classique du récit de voyage. Et Chatwin raconte comment il est arrivé au bout du bout, comme ça, dans l'Estancia Harborton, dont il a visité les vestiges. Alors aujourd'hui, l'épilogue de cette histoire, c'est peut-être... je vous conseille vraiment de lire le livre d'Anne Chapman, hein. Quand le soleil voulait tuer la lune, je ne sais pas s'il est dans la librairie là-bas. Et aujourd'hui, l'épilogue, ce sont les croisières en terre de feu. Donc j'ai eu l'occasion il y a 2 ans d'être invitée, ça c'est le privilège des journalistes. Il y avait des places qui restaient sur un bateau qui faisait une croisière en terre de feu. Donc on m'a dit, écoutez, on a libéré 5 places pour des journalistes parce que la croisière n'est pas complète. Alors, toutes affaires cessantes, je suis partie. D'abord, je n'ai pas rencontré un seul Indien parce que la seule Christina là, qu'on devait voir, on a finalement zappé l'escale. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'on a fait toute cette croisière qui a duré quand même 6 jours entre Punta Arenas et Ushuaia. Donc on naviguait dans les canaux, c'était magnifique, etc. À aucun moment, il n'a été question des anciens habitants de la Terre de Feu. Donc voilà, croisière scientifique, sac fluo, je fais des belles photos et je zappe complètement qu'il y a eu des hommes. National Geographic. Où sont les hommes, comme disait National Geographic. Voilà, voilà. Donc, souvenons-nous des hommes. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, et je termine par une jolie photo. Qui va nous donner qui va nous mettre du baume au cœur. Voilà, regardez. J'ai juste une remarque, une question à te poser, puisque je vais te laisser les commandes pour les 2 interventions suivantes. La remarque d'abord que c'est pour une fois que le pape aurait été utile. Il a joué contre l'intérêt de l'Occident capitaliste, puisque la plupart des explorateurs sont protestants. Et donc que le pape dise c'est des hommes comme les autres, ça n'a pas servi beaucoup pour les... Oui, mais là, à ce moment-là, on est... Oui, non, je pense que... Là, on est en territoire protestant. Bon, oui. Goussinde, le prêtre allemand qui a fait les photos, est un catholique. Oui. Hein. Mais justement, c'est celui dont tu penses qu'il a eu une intelligence du contexte. Je pense qu'ils ont tous une... Honnêtement, moi qui ne suis pas très pour les missionnaires, je ne suis absolument pas une catholique pratiquante, mais quand on regarde la question du contact, on est obligé de dire chapeau aux missionnaires qui ont quand même très souvent défendu les droits des autochtones, qui les ont endoctrinés, qui effectivement ont été brimeurs au sens qu'il fallait supprimer la nudité. Enfin, ils avaient un côté quand même très castrateur, mais en même temps, ils offraient à des gens littéralement pour chasser une possibilité de survie, et souvent, ils ont payé de leur peau, d'ailleurs. C'est ce que je dis, les missionnaires... Et puis d'avancement, voilà, d'éducation. Les missionnaires dont tu parles sont effectivement issus de la mouvance catholique, ce qui n'est pas le cas des territoires où c'était des Anglais, des Anglicans ou des Hollandais. Non, il y a eu des pasteurs formidables anglicans. D'accord. Moi, j'en ai rencontré dans le Yukon. J'ai rencontré une femme qui était pasteur, qui faisait un boulot mais absolument formidable. Notamment, elle contribuait à faire que, par exemple, il y avait une jeune fille, et ça, c'est dans toutes les Amériques, qui s'était mariée avec un garçon qui était de son clan. Et ça, c'est un truc qui était absolument impensable. Donc, elle était l'objet mais vraiment de maltraitance de la part de toute la tribu. Et donc, elle était intervenue pour faire avancer un petit peu le propos, leur faire comprendre qu'aujourd'hui, on pouvait traiter ces questions-là différemment. Non. Bon, alors, évidemment, il y a eu des pasteurs abusifs, comme partout, extrêmement fermés. Mais en l'occurrence, là, quand on regarde ce qui s'est passé en Terre de Feu, ils ont constitué souvent le dernier recours contre des exactions effrayantes. Et la seule comparaison que j'ai, la seule région que je puisse mettre en comparaison dans la maltraitance et l'ultra-violence totalement cynique, c'est l'Australie du nord du Kimberley, où là, il y a eu aussi véritablement des massacres d'aborigènes. Mais il y a eu aussi la même chose à une moindre échelle en Californie, au moment des chercheurs d'or. Parce que les chercheurs d'or étaient évidemment des gens un peu sans foi ni loi qui voulaient surtout très très vite ramasser du bien.
La dernière question, tu nous as fait entendre cette voix extrêmement prenante de ces derniers locuteurs de cette langue ona. Est-ce que cette langue ona, on a eu assez le temps de la capter pour la traduire? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même atteindre ce que disent ces textes, puisque si les cérémonies sont très longues et les textes mémorisés d'une façon assez hallucinante pour nous qui avons perdu ce sens de la transmission, est-ce qu'on a l'équivalent d'une traduction pour nos langues de ce que disaient ces rituels? D'après ce que j'ai compris, oui. À travers justement le travail de Gusinde et le travail d'Anne Chapman, qui a consacré des années à ça. D'ailleurs, elle vivait en permanence. Donc, on a suffisamment d'éléments pour comprendre la langue et collecter on a collecté donc les cérémonies traditionnelles et les mythes dans la langue d'origine. Je ne suis pas sûre que ça ait pu être fait de manière aussi précise avec les autres groupes de Terre de Feu. Et par contre, chez les Mapuches, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que maintenant, ils sont en pleine renaissance. Mais les Mapuches, c'est déjà le nord, c'est déjà la Patagonie, c'est le Chili, c'est pas le même contexte. Enfin, il y en a quelques-uns en Argentine, et notamment, d'ailleurs, ils sont devenus extrêmement combatifs. Il y a eu toute une action contre Benetton, parce qu'en ce moment, la Patagonie, ça plaît beaucoup aux super riches. Je ne sais pas si on défiscalise en achetant en Patagonie, mais il y a Benetton a acheté la moitié de la Patagonie. Et les Mapuches lui mènent la vie dure. D'habitude, c'est l'oratrice qui part à la fin de ses communications. Là, c'est l'inverse. Je vais te laisser les commandes pour les deux intervenants suivants, mais je reviendrai te prendre la relève, histoire que tu ne sois pas assigné à résidence. Très merci bien, beaucoup. merci. Je suis à votre disposition pour des questions. Et puis, on va convoquer le nouvel intervenant. Comment ça ? Ben ça, on voit ça partout. Hein. C'est-à-dire que pas seulement aux Amériques, on voit ça aussi en Afrique. À partir du moment où un groupe est itinérant et donc vit en tant que chasseur, par exemple d'un bétail qui lui-même se déplace. Si vous prenez les Indiens chasseurs de caribou, donc ils sont avec le caribou dans le sud quand il descend vers le sud l'hiver, ils sont avec le caribou dans le nord quand il remonte vers le nord l'été. Et donc, dans un regard européen, qui est un regard de propriétaire de la terre, le nomade donc, n'a pas de légitimité à posséder sa terre. Alors que dans le cas de rencontres de populations qui avaient déjà des champs, des propriétés, le processus n'est pas le même. C'est-à-dire que, et là, je ne sais pas si notre ami mexicain est là, mais ce qui s'est passé au Mexique, c'est que face à cette emprise sur la terre qu'avaient les Mexicains, il y a eu plutôt de la part des Espagnols une stratégie de chapeauter la hiérarchie existante. Pour un regard européen, une population nomade est une population sans droit, est une population sans gouvernement. D'ailleurs, Darwin en parle très clairement. Il dit que c'est une population sans gouvernement. Ce sont ces sociétés horizontales dont on a parlé, qui étaient des sociétés qui fonctionnaient en groupe autonome, mais avec des protocoles extrêmement complexes, notamment en matière de mariage, d'échange, avec des points de rendez-vous annuels. C'était des sociétés d'une très très grande complexité, mais qui ne fonctionnaient pas du tout dans ce registre. Et on le voit bien encore en Afrique. Si vous voyez la condition des Peuls, par exemple, les Peuls ont d'énormes difficultés parce que les Peuls ont toujours été itinérants avec leurs bêtes. Et même du point de vue des autres populations africaines, ça pose d'énormes problèmes aujourd'hui. Et ça en a toujours posé, mais ça en pose encore plus aujourd'hui. Le nomade n'est pas légitime, soi-disant. Oui, si je peux me permettre une question. C'est moi. Voilà, j'écoutais ce chant-là, qui est une langue, en fait, chantée, c'est ça ? Oui, c'est la langue des Ona, donc, et ce sont les chants qui président à la cérémonie d'initiation des jeunes. D'accord. Alors, quand on écoute, en fait, on sent des variations rythmiques, d'intonation.
on distingue à peine des mots. Et je me disais, finalement, si c'est une langue, enfin, ma question est peut-être surprenante et vous ne pourrez peut-être pas y répondre, mais en quoi les oiseaux n'ont pas une langue quand ils chantent? Oui. Moi, ça m'a fait penser au chant des oiseaux. Je ne distingue pas moins de structure dans le chant des oiseaux que dans ce que je viens d'entendre. Là, il y a quand même je veux dire, ça dit quelque chose. Alors, je ne saurais pas vous dire quoi, parce que je ne parle pas la langue des Ona, mais c'est une langue très répétitive et qui est certainement associée à des cérémonies extrêmement longues. Et il y a une psalmodie comme ça. Parce que ça aussi, c'est commun à tous les peuples qui sont encore dans une vie traditionnelle, c'est que le temps est extrêmement élastique. Quand on assiste à des cérémonies traditionnelles d'initiation, ça ne dure pas un jour, 2 jours, ça dure 15 jours, 3 semaines, 2 mois même. Alors les gens se déplacent, ils vivent à ce moment-là leur vie. Donc cette femme a mémorisé. Et on entend bien qu'il y a des moyens mnémotechniques aussi vous voyez, dans cette rythmique. Il y a sûrement une forme de prosodie qui fait que ça s'accroche à la mémoire. Parce qu'elle avait mémorisé. Anne Chapman, elle a dû enregistrer, je ne sais pas, 20 heures de chant de cette femme. 20 ou 30 heures de chant de cette femme. Je ne comprends pas. Je ne vous entends pas. Pour rejoindre la question posée là, du chant d'oiseaux, ça m'a fait vraiment penser tout de suite au chant de femmes mongoles qui imitent les oies. Oui. Et ce sont des voix scandées, répétitives. Et imitatives, vous avez raison. Imitatives, tout à fait. et donc c'est peut-être lié aussi à des passages d'oiseaux. Très probablement, c'est lié à des chants animaux, des bruits animaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate partout. Par exemple, dans le monde sibérien, il y a un garçon qui s'appelle Henri Lecomte qui a fait une énorme collecte de chants sibériens, de la toundra et de la taïga. Et il y a beaucoup de chants imitatifs, effectivement, des oiseaux. Ce qui évidemment, moi, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais on peut penser que le chant procède d'abord de manière imitative par rapport au monde animal, puisqu'il s'agit de personnes qui sont dans la nature. Qui sont partie prenante de la nature, qui parlent aux animaux. On est dans le monde animiste, ils parlent aux animaux d'égal à égal. Ils demandent la permission de tuer. Ils font la prière à l'animal qu'ils vont tuer. Ils font la prière après de remerciements quand ils ont tué l'animal. Donc on est dans un monde qui n'est pas pyramidal. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais compléter la bibliographie en mentionnant l'œuvre du voyageur romancier français Jean Raspail. Bien sûr. Où sont les hommes? Voilà, non. Antoine de Tounens. Qui se souvient des hommes? Qui se souvient des hommes? Et oui, ça porte exactement sur les sujets. Absolument. Et Jean Raspail a été un des derniers Européens à voir un canot de pêcherets, puisqu'on les appelait les pêcherets aussi, et à le filmer. On a pu voir ce film il y a quelques années à la télévision. Je pense sur Arte, je suppose. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Alors, c'est une œuvre passionnante, son livre, qui se souvient des hommes. Et il a aussi écrit Antoine Tounens, roi de Patagonie, à partir d'une histoire vraie. Absolument. Je ne sais pas si ces livres sont là sur notre stand. Je vais demander peut-être à l'intervenant suivant de nous rejoindre. Oui, monsieur. Oui. Bon, je voudrais... Ah, madame, pardon. Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Mais en parlant de ce que vous avez dit et ce qu'on avait entendu sur... ce n'est pas du tout une imitation de langue des oiseaux. Avant que les Espagnols soient arrivés, beaucoup d'années avant, il y avait des langues dans toute l'Amérique latine. Alors, c'est très difficile pour les Occidentaux. Et moi, je suis mexicaine. Moi, je travaille beaucoup sur ces chants dont on vient d'entendre. Et ces chants sont tous une langue. Ce n'est pas des dialectes. Et chez nous, les gens nous disent, moi, je parle un dialecte et je ne sais
pas que Non, c'est- non, ce sont des langues, c'est on est des bien d'accord. langues. Bien Et sûr. c'est ce qu'on vient d'entendre, c'est une langue. Et Absolument. alors, ça n'a rien à voir avec les oiseaux. Non, non, mais il y a des chants, pour répondre à la question de cette dame. Non, mais il y- c'est il y a des chants il y a des chamaniques. Il y a des chants imitatifs aussi, parce qu'il y en Non. a, il y en a énormément dans toutes les. Si, si, en Sibérie, il y a Ah tout bon, un peut-être. registre. Non, Sibérie, c'est une autre chose. et il y a C'est-à-dire, des- le chamanisme, ça n'a rien à voir avec Non, l'Amérique mais- latine. parce que les chamans de Sibérie, c'est vraiment beaucoup plus de Non, non, mais siècles avant. on est d'accord, mais il y a les deux. Il y a les deux aspects. Non, il y a je ne crois pas en Amérique latine. Peut-être en Sibérie, oui, parce que le chamanisme apparaît pour la première fois là-bas. Je ne sais pas combien de siècles avant, mais en Amérique latine, il n'y a que des langues et c'est très difficile pour nous. Moi, je suis occidentaux, ça veut dire que bon, je suis la classe moyenne mexicaine et moi j'entends ça. Pour moi, c'est aussi difficile de comprendre que pour vous. Alors, les gens disent facilement que c'est comme ça, mais on ne comprend pas parce qu'il y a une histoire tout à fait disparue que maintenant, petit à petit, on vient de connaître. Et alors, dans ces langages rituels, chamaniques, il y a beaucoup de nuances que maintenant, après tous ces siècles, on commence à étudier. Moi, je travaille beaucoup avec des anthropologues et maintenant je comprends que ça n'a rien à voir avec l'animisme, c'est surtout une langue et différemment d'une autre. Et par exemple, au Mexique, quand les Espagnols sont arrivés, il y avait plus de 100 langues, pas de dialectes. Alors moi, à la Patagonie... Mais oui, ce sont des langues au plein sens du terme. Je suis bien Oui, d'accord c'est avec ça. vous. Et alors, c'est quand une question de j'entends, respect de le dire comme ça. Oui, oui, mais j'entends que les gens font de comparaisons avec ça. Maintenant, je commence à protester parce que moi, j'ai appris aussi que non, que ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a une chose, c'est de la poésie. Il y a un élément qui est de les oiseaux. C'est que là, ce n'est pas la langue quotidienne, c'est un chant chamanique. C'est-à-dire, c'est de la poésie. Et ça, c'est la différence. Et c'est ça qui fait penser au non introduit que c'est un chant. Parce que c'est de la poésie. Nous avons fait récemment une édition sur les chants chamaniques de Huichol. Et dans un auditoire comme ça, à Beaux-Arts, au Mexique, on a mis l'enregistrement des chants. Et il y avait quelques gens qui comprenaient. Et il y a des gens qui se sont mis en transe. Parce que cette cadence répétitive, c'est parce que c'est des chants pour rentrer en transe. Et il y a des gens qui sont rentrés en transe. On a été très étonnés. On a cru que c'était une attaque catatonique, mais c'était parce que ce sont des chants pour devenir en transe. Alors c'est comme des oiseaux possédés. Oui. Mais il y a les chants de chasse aussi, c'est pour ça que je pensais aux chants des oiseaux, parce qu'il y a les chants de chasse pour attirer le gibier aussi, qui sont des chants qui sont chamaniques aussi d'une certaine manière, parce que attirer le gibier, ce n'est pas indifférent, il faut parler à l'esprit du gibier. Ici, ils le pratiquent, en France ? On parle aux grives, c'est ça? Ah ouais, oui, oui, oui. Alors, prochaine conférence, je ne sais pas où est la personne qui est. Ah ben voilà.